suis la responsable genre et ciblage au niveau du passage ici. Et je suis accompagnée du docteur qui est à côté de moi. Et donc, il s'appelle docteur Idriss Amadaï Alassane. Voilà. Donc, lui, il est là pour vous parler des aspects médicaux, donc par rapport à la COVID-19. Et moi, je vais vous parler d'autres aspects, donc les aspects sociaux, économiques, voilà. Donc, alors, le plan de notre présentation, donc, se structure autour de la suivante, enfin, se structure de façon suivante. On va d'abord avoir un bref aperçu sur la citoyenneté, parce qu'on parle toujours de la citoyenneté. C'est quoi la citoyenneté? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la citoyenneté? Et puis, quel est le défi qui est lié à la citoyenneté, donc à la participation citoyenne de la femme? Et puis, la place de la femme en tant que citoyenne dans la lutte contre la COVID-19. Et nous allons aussi voir l'importance même de l'implication de la femme dans la lutte contre cette pandémie. Voilà, donc avant de commencer, depuis que nous avons démarré avec cette série de conférences, on a toujours parlé des droits de la femme. Tout ce qu'on a dit tourne autour du droit de la femme depuis le premier jour. Alors, pourquoi aujourd'hui la participation citoyenne et pourquoi le focus sur la femme? Pourquoi on parle de la femme en tant que citoyenne? Et quels sont les constats qui ont fait qu'on parle de la citoyenneté de la femme? Et est-ce que la femme vraiment s'exerce pleinement en tant que citoyenne? Est-ce que sa citoyenneté est reconnue par rapport à l'exercice de ses activités? Voilà. Donc, par rapport à la lutte contre la COVID-19, comme je l'avais dit dans le plan, nous allons aussi voir la place de la femme dans ce sens-là. Et peut-être que c'est plusieurs délégations ici, vous êtes venus de différentes provinces, et donc il serait peut-être intéressant, avant même de commencer, que comme le temps nous prend la gorge, peut-être juste 2 personnes de différentes délégations, de différentes provinces, je veux dire, 2 femmes pourraient peut-être nous faire un témoignage sur la participation des femmes dans la lutte contre la COVID-19. Quelle a été exactement la place de la femme? Voilà. Donc je vous laisse la parole. 2 femmes, bon, 2 femmes tout au plus, oui. Faire savoir à notre exposant que la femme n'était pas du reste et n'est pas du reste jusqu'à présent dans la lutte contre la COVID-19, même si celle-ci s'est vue vraiment menacée. Mais nous continuons toujours la lutte parce que nous étions les premiers à sensibiliser nos sœurs, surtout que nous sommes à la frontière. Et à la frontière, il y a ces marchés hebdomadaires. Le marché hebdomadaire, bon, les gens se côtoient. Et ça n'a pas été difficile pour pouvoir contenir les femmes ou bien les sensibiliser. Mais nous avons pu le faire grâce à la sensibilisation et à l'appui aussi des autorités. Donc nous avons, pour la raison que nous sommes des femmes et citoyennes à part entière, nous nous sommes véritablement investis. Et il faut le reconnaître au niveau national, le comité national de gestion de la crise a accepté d'intégrer les femmes au niveau national et même au niveau départemental et au niveau provincial. Donc nous avons encouragé nos sœurs à aller vers les autorités et leur dire qu'elles sont là et que c'est une question qui intéresse tout le monde et la femme en premier lieu parce qu'il est question de la vie des personnes et ce n'est que la femme qui donne la vie. Donc nous avons estimé que c'est un rôle vraiment primordial à jouer par les femmes et la transformation au niveau social, c'est vraiment la voix des femmes. Donc c'est pour cette raison que nous nous sommes engagés et à la CELIAF, nous avons soumissionné à plusieurs projets qui nous ont permis d'implémenter des actions à différents niveaux dans les provinces. Aujourd'hui,
nous avons des données chiffrées qui montrent que nous avons atteint des millions de personnes au Tchad. Et nous sommes aussi, pour cette raison, engagés dans un espace informel suscité par l'intelligence et le leadership de Mme Achtassi, entre-temps ministre du Commerce, qui s'est rendu compte qu'avec la pandémie, il y a eu déjà des abus sur les femmes et il y a aussi eu des abus sur les prix. Les prix des denrées alimentaires ont flambé à tous les niveaux. Donc, étant ministre du Commerce, elle a voulu aider à réguler. Et elle a lancé un appel aux femmes commerçantes, femmes de tous les bords. Donc, nous avons été aussi engagés dans cet espace. Après, on a évolué, on a nommé cet espace plateforme femmes et jeunes zéro Covid au Tchad. Donc aujourd'hui, nous avons fait beaucoup d'activités au niveau national et par aussi l'entremise des antennes et différents démembrements de différentes structures impliquées, nous avons atteint l'étendue du territoire. Parce que nous enregistrons des sons en différentes langues, différents dialectes que nous faisons diffuser au niveau local et au niveau national. Nous avons sillonné en Djamena, nous avons pris carrément d'assaut les 10 arrondissements de la capitale. À ce niveau, c'était la sensibilisation. On a fait des sensibilisations porte à porte. On a fait aussi du plaidoyer à un très haut niveau. Et aujourd'hui, la plateforme a même reçu le financement du ministère de la Femme et d'autres partenaires et le travail est en train de se poursuivre. Avec les 3 témoignages, on peut dire, c'est en fait ça la participation citoyenne. Voilà. La femme est impliquée dans la lutte contre cette maladie-là. Donc c'est vraiment la participation citoyenne. Mais bon, comme j'ai déjà préparé ma présentation, je vais quand même l'exposer. Et je compte sur vous pour des contributions vraiment enrichissantes. Voilà, donc sans plus tarder, je vais d'abord expliquer un peu ce que c'est que la citoyenneté. Elle est le fait pour un individu, pour une famille ou pour un groupe d'être reconnu officiellement comme citoyen ou membre d'une ville ou plus général membre d'un État. Donc un citoyen ou une citoyenne est considéré comme membre d'un État ou membre d'une ville. Et c'est le droit d'appartenir donc à cette ville-là ou bien à ce pays, à cet État. C'est le droit de participer aux décisions relatives à la communauté politique faites de chacun des individus qui la composent. Donc la citoyenneté en fait s'octroie, donc elle s'octroie par la naissance ou bien par un choix. On peut choisir d'être citoyen d'un pays quelconque parce qu'on peut choisir d'avoir une double nationalité. Voilà, donc quand tu as une nationalité étrangère à la tienne, à ta nationalité d'origine, tu es aussi citoyen de ce pays pour lequel tu as pris cette nationalité. Voilà, donc un citoyen ou bien une citoyenne, je dis toujours un ou une parce que je préfère utiliser le langage genré. Nous sommes au niveau de la Semaine nationale de la femme, donc ça concerne beaucoup plus le genre. Et je préfère utiliser ce langage genré là pour ne pas que, comme on dit tantôt, même s'il y a 1000 femmes et qu'il y a un homme, on dit toujours il. Mais moi je le dis non, on dit il ou elle. Donc il faut un langage genré pour mettre en exergue la présence de la femme. Voilà. Donc je dis un citoyen ou une citoyenne, c'est une personne majeure. Donc qui dispose de droit de vote et possède les droits et devoirs liés à sa nationalité, qui constitue ou apporte une contribution active à la vie publique nationale, à sa bonne marche. Donc tous ceux qui possèdent ce statut de citoyen sont égaux en ce qui concerne les droits et devoirs. Voilà, donc quand on est citoyen d'un pays, d'une nation, on possède les droits et les devoirs. On n'a pas que les droits, mais on a aussi le devoir et on poursuit. Donc la citoyenneté s'exprime par l'exercice des droits, comme je le dis, et devoirs. Et les individus doivent être en mesure de jouir de ces droits et de les exercer. Donc quand on est citoyen, excusez-moi pour mon débit, peut-être que je suis un peu rapide, mais comme le temps, je ne veux pas qu'on reste ici jusqu'à 19h, on a 2 présentations.
Donc voilà, comprenez ainsi. Donc le citoyen ou bien la citoyenne donc, a le droit d'exercer, d'accéder à toutes les ressources, que ce soit les ressources matérielles ou immatérielles, disponibles ou aux bénéfices obtenus par la communauté ou le groupe d'appartenance. Quand on est citoyen, on a le droit de jouir des biens de notre pays, parce que cela nous revient de droit. Et puis on a aussi le devoir ou l'obligation de contribuer à sa cité. Donc le fait déjà d'assumer sa citoyenneté à travers la participation, c'est aussi notre obligation justement de contribuer dans sa cité, donc de contribuer dans la lutte contre la Covid-19. Voilà. Donc je vais faire grâce à certains points pour aller vite. La participation citoyenne. Quel défi? Donc le défi majeur auquel la femme est confrontée quant à la participation citoyenne, comme je l'ai dit, vous qui étiez peut-être là depuis le premier jour, le 1er mars, lors de la conférence, j'avais intervenu en parlant du patriarcat. Donc je dis le défi majeur, en fait, c'est le système patriarcat qui nous moule, le système patriarcat dans lequel nous sommes, parce que ce système, en fait, c'est une forme d'organisation sociale dans laquelle l'autorité familiale, politique, économique est détenue par les hommes. Donc les hommes ont toute cette autorité, ou bien toutes ces autorités-là, et ça compromet l'épanouissement de la femme. Voilà. Donc c'est le fait que nous soyons moulés dans ce système-là qui constitue un obstacle, parce que la femme est pieds et mains liés. Elle n'est pas libre de ses mouvements, elle n'est pas libre de ses actions. Voilà. Donc ce système influe sur les rapports de genre, le rapport de genre sur la division du travail dans toutes les sphères, donc dans la sphère privée tout comme dans la sphère publique, le lien entre travail rémunéré, autonomisation et pouvoir, parce que les hommes et les femmes forment deux groupes sociaux engagés dans un rapport social spécifique, dans une relation de pouvoir des hommes sur la femme, comme je l'ai expliqué tantôt. Donc cette relation de pouvoir des hommes, c'est-à-dire les hommes sont les dominants et les femmes sont les dominées. Donc la situation, disons, inconfortable de la femme en tant que dominée constitue vraiment un grand obstacle quant à sa participation citoyenne. Voilà. Donc le principe donc, de séparation de travail d'hommes à part, travail de femmes à part, et le principe de hiérarchisation qui sont corollaires donc, du patriarcat. Ce principe fait de sorte que les femmes sont placées en second rang, comme je l'ai dit. Donc les femmes sont placées en second rang par rapport aux hommes. Donc de ce fait, elles sont exclues d'office ou bien sont peu impliquées dans la sphère politique ou bien dans la sphère décisionnelle. Donc c'est cette domination, cette oppression et ce manque de reconnaissance ou bien cette invisibilité du travail de la femme qui est à l'origine, comme je l'avais dit le premier jour toujours, de l'institutionnalisation, donc qui est à l'origine d'abord des revendications des femmes. Et c'est ce qui a permis justement d'instituer même la journée, disons la journée internationale de la femme, parce que ça a commencé par les revendications dues à la prise de conscience des femmes, de leur oppression, de leur situation de dominer cette situation inconfortable qui les empêche d'être libres, d'être libérées en fait. Voilà. Donc la citoyenneté est une question de droit et de devoir, comme je l'avais dit, car en tant que citoyenne, la femme doit jouir de tout son droit. Bon, malheureusement, elle fait face à une exclusion dans les instances de décision qui l'empêche de faire valoir ses idées et de contribuer encore aux décisions. Excusez-moi cette tautologie, mais c'est une insistance, prenez cela comme une insistance pour vraiment faire comprendre la situation et montrer l'importance de la situation. Voilà, donc comment faire pour renégocier ce rapport de pouvoir afin de permettre à la femme de jouir de sa citoyenneté au même titre que l'homme. Alors, donc la participation citoyenne suppose
participation, j'insiste, et inclusion. Qui dit participation citoyenne dit participation, vraiment, inclusion. Donc, lorsqu'on fait face à une exclusion, on ne peut plus parler de la participation citoyenne. Voilà. Donc, la participation, en d'autres termes, suppose l'implication de toutes les parties prenantes à tous les niveaux. Donc, au niveau macro, au niveau méso, au niveau micro, et la prise en compte de toutes les couches sociales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la participation citoyenne, on doit non seulement impliquer toutes les couches sociales, ou bien toutes les parties prenantes. Donc, je ne parle pas seulement des femmes, je ne parle pas seulement d'hommes, mais je parle aussi des jeunes, femmes, hommes, des personnes handicapées, des personnes marginalisées, des homosexuels. Donc, toutes ces différentes couches sociales-là doivent être impliquées. Voilà. Donc, c'est ça l'inclusion. Alors, donc, au niveau macro, il faut que ces personnes aussi aient des représentations au niveau stratégique pour prendre des décisions. Maintenant, la question se pose, c'est vrai, les femmes, par rapport aux différentes interventions, les témoignages, les femmes sont certes impliquées dans la gestion des crises, ce qui est positif. Maintenant, est-ce qu'elles sont impliquées au niveau stratégique dans la prise de décision? Parce que c'est à ce niveau qu'on peut comprendre la situation de la femme qui est là, reculée dans le milieu rural, qui ne comprend rien de ce qui se passe, et puis qui a ses besoins qui sont vraiment spécifiques. Est-ce qu'au niveau méso, la femme est impliquée? C'est ça la grande question. Au niveau macro, je veux dire. Voilà, donc c'est ça la grande question. Et au niveau méso aussi, au niveau d'action, au niveau de la mise en œuvre, la femme, elle est impliquée. Elle doit être impliquée, en fait. Ça, c'est ce qui est sorti, justement, des témoignages. Et au niveau micro, donc, justement, je parle de la femme qui est là, au niveau, peut-être, de son village, ou bien au niveau de son quartier, elle ne comprend rien. Est-ce qu'elle est impliquée? Est-ce qu'elle comprend? Comment faire pour l'intéresser dans ce sens-là? Ou bien pour assurer sa participation? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, la participation, donc, comme je l'avais dit, hein, ça ne se limite pas seulement aux aspects physiques, aux aspects civiques, je veux dire, et politiques. Parce que quand on est, par exemple, dans la vie associative, parce qu'on a ce droit-là en tant que citoyen, ce droit de participation dans la vie active, dans l'association, on peut faire partie des groupements. Aujourd'hui, la CELIAF qui est, disons, la fêtière même des organisations féminines, lorsqu'on appartient à cette organisation, c'est là il va justement de notre droit de participation, d'appartenir à ces organisations-là. Et voilà, donc il y a aussi le vote qui constitue notre devoir de citoyen. On doit participer aussi au vote. Le fait déjà d'appartenir même à un parti politique ou bien de revendiquer, signer des pétitions et tout ça, en fait c'est aussi une forme de participation citoyenne, mais cela ne se limite pas à ce niveau. Mais elle couvre la participation, je veux dire, elle couvre d'autres modes de participation qui ont une incidence majeure sur la vie des individus, particulièrement ceux liés à l'insertion sur le marché du travail et à l'inclusion sociale qui soutiennent la capacité des individus à agir et à être reconnus comme citoyens. Voilà, les filles, nos petites sœurs, nos filles ont présenté tout à l'heure comment faire pour devenir une femme responsable et tout. Et donc, lorsqu'on est une femme responsable, justement, on doit disons, on a le droit de participation citoyenne. Donc, on doit justement, on ne doit pas être écarté de certaines activités. Il y a certaines filles qui ont dit, le commerce, il ne faut pas être exclu, les activités agricoles, peu importe, mais toutes les activités qui sont peut-être des activités productives, hein, qui permettent de changer peut-être de niveau économique, là, les femmes doivent aussi être impliquées. Donc la participation citoyenne ne se limite pas seulement à la vie associative, politique, ou bien à des revendications, mais ça va au-delà de ça. Voilà, donc au-delà de la participation des femmes dans des activités génératrices de revenus, pourquoi pas, pour permettre justement
d'assurer, disons, leur autonomisation, parce que c'est ce qui est dit en fait le thème central aussi, hein. Donc il faut assumer comment faire pour assurer l'autonomisation de la femme, c'est justement, il faut assurer sa participation dans les activités qui puissent transformer sa situation. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de genre, on ne voit pas seulement le côté sensibilisation, le côté changement de comportement, mais il faut voir le côté transformateur. Comment faire pour assurer cette transformation-là? Parce que la femme, il n'est pas bien qu'elle dépend toujours de l'homme. Donc il faut qu'elle soit autonome pour se gérer, pour se prendre aussi en charge et participer aussi aux charges du ménage. Donc c'est aussi ça en fait la participation donc citoyenne. Voilà. Le TEDER, j'ai cité ici, les TEDER de la Sénafet, de l'organisation de la Sénafet ont été clairs en matière de la participation citoyenne, et je cite, les femmes doivent exprimer, démontrer leur citoyenneté dans la participation à toutes les expressions nationales, en l'occurrence l'expression démocratique qui passe par les élections. Elles ne doivent plus être à la traîne dans la formulation des besoins pratiques en délaissant les besoins stratégiques. Donc c'est clair, ça, il n'y a pas de débat. Si vous ne comprenez pas bien, peut-être on reviendra au moment des questions pour pouvoir donner des éclaircissements. Alors, place de la femme en tant que citoyenne dans la lutte contre la Covid-19. La lutte contre la Covid-19, c'est une affaire de citoyenneté. Les témoignages l'ont prouvé. En tant que citoyenne, on doit être impliqué. Certes, les femmes sont impliquées. Et toutes les couches sociales doivent aussi être impliquées. C'est ça la question. Quelle est la place dans ce sens, de la femme dans ce sens-là? Il faut retenir que la pandémie de Covid-19 n'a épargné ni les hommes ni les femmes. Dans la majorité des pays atteints, elle a surtout agi comme un accélérateur des hiérarchies sociales et économiques et des normes de genre solidement ancrées. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Covid-19 a contribué à augmenter les responsabilités et les charges de travail des femmes. Elle a contribué à réduire des revenus des plus précaires et elle a contribué aussi à avoir un moindre accès à la santé, donc santé sexuelle et de reproduction. Le docteur est là, il va certainement, ça c'est son domaine, donc il va certainement parler de ça. Et puis à une augmentation de violences conjugales. Donc les rapports de genre sont impactés pendant la pandémie de Covid-19, donc à cause du confinement et des mesures barrières, du stress lié à l'isolement social et aux quarantaines. Donc à telle enseigne que les répercussions sont ressenties sur le plan social, sur le plan économique et sanitaire. Donc le plan médical ou sanitaire, le docteur va amplement vous en parler. Et donc la femme, elle est au centre des répercussions. En d'autres termes, elle est la plus frappée par les conséquences de cette crise sanitaire. Sur le plan social, on remarque l'augmentation des violences faites aux femmes et aux enfants aussi. Parce que le fait de ne pas pouvoir sortir et gagner son pain quotidien à cause de l'isolement, du confinement, est une source majeure de stress pour les gens. Et les femmes, les enfants sont de ce fait confinés avec des partenaires ou des parents violents. Voilà. Donc, qui pourraient se servir des restrictions liées à cette pandémie-là pour exercer encore plus de pouvoir et de contrôle. Donc, les femmes et les enfants sont en fait confinés avec leur agresseur ou avec leur bourreau. Les jeunes filles aussi, en cette période, sont exposées à des violences sexuelles parce que il y a des rapports, des études qui montrent aussi l'augmentation même des grossesses indésirées des filles pendant cette période-là à cause de l'arrêt des cours. Donc, comme il y a l'oisiveté, voilà, bonjour les dégâts. Voilà, donc selon le rapport de l'ONU Femmes du mois d'avril 2020, les données récentes ont indiqué que la violence est en augmentation en cette période de Covid-19. Et il y a aussi une note de synthèse des Nations Unies qui donne l'exemple même en Australie pour dire que pendant la Covid-19, la violence basée sur le genre a augmenté jusqu'à 70%. Vous voyez un peu?
Donc c'est vraiment, la femme souffre vraiment pendant cette période-là. Parce que déjà, elle est confinée avec un mari qui, je vais peut-être en parler au niveau de l'aspect économique. Mais déjà, lorsque le mari est confiné aussi, il perd son travail, il devient nerveux. Il suffit juste de lui demander peut-être de l'argent et tout, et c'est suffisant pour qu'il s'énerve. Et puis voilà, et la chicotte s'ensuit, quoi. Voilà, donc sur le plan économique, la crise économique occasionnée par la pandémie a entraîné aussi des cas de chômage, comme je l'ai dit, des chômages techniques. On sait dans notre pays qu'il y a beaucoup d'entreprises, des organisations qui ont réduit, qui ont compressé un certain nombre de leur personnel. Donc il y a eu beaucoup de chômage technique. Voilà. Et donc ça fait que les hommes, les travailleurs ont beaucoup perdu leur travail. Maintenant, du coup, les hommes qui ont perdu leur travail deviennent nerveux, comme je le dis, hein, ils deviennent nerveux. Et donc quand l'homme est nerveux, finalement, la violence s'ensuit parce qu'il suffit juste d'exposer un problème, et puis voilà, quoi. Surtout que la femme aussi, elle n'a pas d'économie à côté, c'est un peu compliqué. Donc la dimension économique là, ça va aussi, comme madame l'a dit, ça touche également l'inflation. Parce que la Covid-19 a contribué justement à une augmentation drastique des prix des denrées sur les marchés. Et donc cette augmentation des prix là, ce n'est plus à la portée de tout le monde. Voilà, c'est pas à la bourse de tout le monde. Donc c'est compliqué pour les personnes vulnérables qui n'ont pas d'argent, ou bien même ceux qui ont perdu leur boulot depuis. C'est compliqué pour eux d'avoir accès à ce qu'ils veulent en fait. Voilà, ce qu'ils veulent acheter, ça va être un peu compliqué. Donc, alors, ça aussi je vais sauter. Je vais faire grâce de cette partie pour aller vite. Que devient la femme tchadienne au milieu de tout cela? Voilà, donc vous l'avez dit en fait, hein, les femmes et les jeunes débrouillards qui vivent jour au jour grâce au petit commerce, à la sauvette, se voient leur activité arrêtée. Donc avec la fermeture des marchés, il a été difficile pour eux d'avoir des petits revenus, surtout qu'ils n'ont pas d'argent de côté. Donc il en est de même pour les femmes domestiques qui ne peuvent plus aller travailler à cause du confinement. Et voilà, donc il y a des restrictions dues aux mesures barrières. Donc n'ayant plus une autonomie financière, les femmes demeurent dépendantes des hommes en cette période-là. Et cela est également source de violence quand il suffit juste voilà, d'apporter un aspect économique avec le monsieur et puis voilà, le problème se déclenche. La vulnérabilité des populations donc étant de plus en plus grandissante en cette période pandémique-là, il est important justement de déterminer les niveaux de priorité et des réponses urgentes à apporter aux plus nécessiteux. D'où l'approche citoyenne s'impose avec ses principes de participation et de non-discrimination. Parce que lorsqu'on implique la femme, on peut tenir compte de toutes les couches sociales et des besoins spécifiques même des femmes. Voilà, donc la femme ne doit pas être exclue. Et donc l'importance d'impliquer les femmes là dans la lutte contre la Covid-19 permet justement de toucher un plus grand nombre. La présidente de la CELIAF, la présidence nationale, la présidente nationale de la CELIAF en a parlé. Voilà, donc l'implication des femmes a permis de toucher les 10 arrondissements de N'Djamena. Donc lorsqu'on implique les femmes, ça touche vraiment les coins et les recoins de notre ville, de notre village, de notre communauté. Voilà, donc ça permet de prendre en compte les besoins et comprendre aussi la situation de celles qui vivent dans les milieux ruraux. Parce que quand on implique les femmes, on peut savoir, surtout lorsqu'on prend des décisions par rapport aux mesures urgentes, comment faire, distribuer les vivres et tout ça. Voilà, si on implique les femmes, on pourra déjà comprendre ce que les femmes rurales désirent. Est-ce qu'elles ont besoin de spaghettis? Est-ce qu'elles ont besoin de riz? Est-ce qu'elles ont besoin de savon ou du riz? Qu'est-ce qu'elles ont réellement besoin? Quel est leur besoin réel? Donc ça permettra justement de toucher du doigt les besoins spécifiques des femmes
afin de prendre en compte dans la gestion de la pandémie. Voilà, donc ici dans notre pays, donc, on a remarqué justement l'implication des femmes à travers la mobilisation des organisations féminines telles que la CELIAF, la plateforme des femmes, Covid-0. Ça, c'est déjà un bon exemple. Et puis, dans toutes les provinces, on regarde même à la télé, en fait, on sait que vraiment les femmes sont mobilisées. Et ça, c'est un exemple de la participation citoyenne. Voilà. Et même les jeunes, parce que ici, je donne l'exemple même du Guéra. Les jeunes du Guéra sont vraiment mobilisés. Les jeunes mixtes, donc les jeunes filles, tout comme les jeunes gens, ils sont encore, parce que ça continue de toute façon, la pandémie est encore là. Ils sont vraiment mobilisés, soutenus et encouragés dans la lutte contre la pandémie avec des sensibilisations et des lavages de mains et tout. Ils ont touché même tous les villages, les zones périphériques, ils sont allés en profondeur. Et donc, ils ont été appuyés même par certaines organisations. Donc, ça aussi, c'est la preuve de leur participation citoyenne. Voilà. Et donc, ça, c'est un exemple à applaudir. Voilà, donc pour finir, je ne vais pas continuer à paraître très prolixe. Il faut retenir que la non-implication de la femme dans la gestion des pandémies pourrait contribuer à leur persistance. Parce que quand on implique la femme, comme je l'avais dit, ça touche les coins et les recoins. Parce que la femme, justement, a un contact facile. Donc déjà, même le fait que par ce contact facile, elle peut toucher facilement les gens pour leur donner l'information. La participation citoyenne est un droit et devoir pour la femme et toutes les couches sociales. Donc la femme en tant que citoyenne doit jouir de ce droit de participation à toutes les sphères de décision et d'action. Voilà, à toutes les sphères de décision et d'action, parce que j'ai insisté aussi par rapport aux activités que les femmes doivent mener aussi, voilà, donc pour changer leurs conditions de vie. Ce n'est pas juste au niveau des décisions de participation, au niveau verbal, mais il faut aussi ramener cela au niveau d'action. Donc si elle est exclue, voilà, dans la gestion de pandémie ou d'autres problèmes, si on exclut la femme, cela contribue justement à la persistance de la situation et cela constitue aussi une injustice sociale. Voilà donc mes chères dames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention et je passerai la parole à mon binôme avant d'ouvrir le débat. Merci. En fait, pour discuter de ces sujets notamment qui portent sur femmes et citoyenneté, un exemple de la lutte contre la Covid-19, je voudrais, avant tout propos, exprimer mon intime gratitude d'ailleurs à l'équipe des PARSAT qui, de par leur tradition humaniste, nous ont favorisé cet espace de réflexion tel que ce débat-ci. À l'entame de mon propos, qui me sont aussi permis de rendre un vibrant hommage à toutes ces femmes qui sont là, à l'approche de la fête des femmes, vu la quintessence du sujet qui m'a été donné, notamment je vais aborder le volet sanitaire. Mais avant d'aborder le volet sanitaire, j'aimerais faire un petit éloge d'abord à travers la femme. Pour moi, je dirais que la femme, elle est comme ce soleil de notre âme, qui se lève à l'est de nos vies et se couche à l'ouest de nos cœurs. Les femmes sont chères. Les femmes, elles sont chères. Chacun d'entre nous ici a une mère, a une sœur, peut-être a une fille, même si moi j'en ai pas actuellement. Donc, je rends vraiment un hommage à toutes ces femmes. Elles sont d'ailleurs même, elles reflètent en quelque sorte cette lumière lumineuse de la vie de l'homme. Donc, sans femme, il n'y a pas de vie. Et je crois que même dédier une seule journée à une femme, notamment la journée de 8 mars, je crois que c'est insuffisant. Mais quand même, c'est déjà une bonne chose. Donc, elles doivent se fêter tous les jours, tous les mois et toute l'année. Maintenant, le contexte notamment qui m'a été proposé, c'est d'aborder le sujet dans le contexte sanitaire de la Covid-19 et l'implication de la femme. Quelles sont les conséquences qui en découlent et l'impact que ça a entraîné dans notre société. Donc, la maladie à coronavirus, j'espère que la plupart a déjà entendu, à travers les médias, à travers la presse, a eu les signes et tout ce qui va avec.
Donc, la maladie à coronavirus, ce que je vais essayer de vous faire, c'est un peu plus rapide, plus bref, parce que ce n'est pas un cours magistral, ce n'est pas un cours de médecine. Donc, ce sera un débat, un échange. La maladie à coronavirus, d'ailleurs, c'est une maladie virale, infectieuse d'ailleurs, une infectieuse virale très contagieuse. Donc, cette maladie a été découverte, ce n'est pas pour la première fois, à titre d'information. Parce que ce virus, il a été déjà en 2002. En 2002, en Chine en plus, ce virus s'est présenté, mais c'est toute autre forme. Ce n'était pas le même mutant de virus. Donc on l'appelait avant le SARS-CoV. Le SARS, ça veut dire le syndrome respiratoire aigu sévère. Ça veut dire qu'il a la particularité d'attaquer les poumons. Et il a fait des dégâts, mais pas assez de dégâts importants comme ce nouveau variant de ce virus. Donc la nouvelle souche qui a été identifiée en décembre 2019 en Chine, donc on l'appelle le SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, c'est pour les différencier par rapport au SARS-CoV-1. Ce SARS-CoV-2, il a les mêmes manifestations parce qu'il entraîne une pneumonie. Et il a été, la particularité par rapport au premier aussi, c'est ce qu'on appelle cette transmission interhumaine. Ça veut dire que c'est un virus qui est très très contagieux. Ça c'est une première des particularités. Donc c'est un virus très contagieux et a comme site de prédilection, c'est le poumon, notamment la base du poumon. Donc il entraîne ce qu'on appelle un syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère. Maintenant, je vais essayer de parler un peu plus bref par rapport aux manifestations, le signe clinique, que ce soit le mesure d'accompagnement, le traitement notamment, et le dernier volet restera surtout sur la vaccination. C'est le volet le plus important parce qu'il y a des gens qui vont dire pourquoi on va nous faire vacciner alors qu'on ne croit même pas l'existence du virus. Mais je vais vous montrer A plus B avec un vécu expérimental et vous allez croire. C'est une question de temps. Donc, le virus, il a une phase d'incubation. Cette phase d'incubation, elle est en moyenne de 5 jours. Mais avec une limite des extrêmes entre 2 et 14 jours. Cette phase, on appelle la phase d'incubation. Puis, parmi les manifestations de ces virus, il y a des signes qui sont typiques, mais je vais commencer par énumérer les signes les plus fréquents aux moins fréquents. Parmi ces signes les plus fréquents aux moins fréquents, d'abord il y a la fièvre. Il y a la fièvre qui est presque dans 89% des cas associée à des frissons. Parfois il n'y a pas de frissons. Donc vous avez la fièvre qui est là, à 89% des cas. Vous avez aussi tout sèche. Puis vous avez la dyspnée, qui est d'abord, ça veut dire dyspnée, c'est une gêne respiratoire. Puis après vous avez ce qu'on appelle myalgie, ça veut dire que c'est des courbatures, des douleurs musculaires. Puis après vous avez des céphalées, qui sont des maux de tête. Vous avez les maux de gorge, et puis des signes ORL, notamment qui se trouvent chez certains patients et qui ne se trouvent pas chez d'autres. Parmi ces signes, il y a ce qu'on appelle les rhinorrhées, c'est d'ailleurs un écoulement nasal clair, c'est pas purulent. Puis il y a la congestion nasale, vos narines sont bouchées. Il y a ce qu'on appelle une anosmie, ça veut dire que vous n'arrivez plus à sentir l'odeur qui se trouve à côté de vous. Et une agnésie, ça veut dire une perte du goût. Donc vous ne savez pas ce qui est salé, vous ne savez pas ce qui est sucré. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est les choses qui facilitent la propagation de ces virus. On sait déjà les signes. Qu'est-ce qui maintenant facilite pour qu'il y ait une contamination interhumaine assez chiffrée? La première des choses, ce sont les conditions environnementales. Les conditions environnementales, ça veut dire là où l'air est pollué, puis les surpeuplements. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est en quelque sorte un surpeuplement, parce qu'on ne respecte pas la distanciation sociale et tout. Donc, si l'un d'entre nous tous, à la fin de cette sortie, donc, chacun va avec le virus, dès 3 jours, va commencer à montrer les signes, après, c'est une infection. Donc, le surpeuplement, puis l'humidité, les promiscuités en quelque sorte. Puis, il y a ce qu'on appelle l'hygiène défectueuse et la température. En période froide, le virus se propage plus vite. En période là, ce sont des études qui ont été faites ailleurs et qui ont été prouvées. Puis il y a des facteurs qui sont liés à l'autre, notamment l'âge. Ça veut dire que la maladie à coronavirus est là. Toute personne peut contacter cette maladie. Que l'on soit jeune, que l'on soit adulte jeune, que l'on soit enfant ou que l'on soit une personne âgée. Mais les manifestations et la prise en charge diffèrent. Diffèrent par rapport à quoi? Il y a des personnes âgées, c'est des personnes qui sont à risque élevé. Là, il faut les préciser parce que c'est des personnes qui sont à risque élevé. Maintenant, la hantise
de tous les scientifiques autres pour combattre la Covid-19, ce n'est pas par rapport aux jeunes, c'est par rapport aux personnes âgées. Et même après, je vais vous expliquer par rapport à la vaccination et tout ce qui va avec, pour comprendre en quelque sorte l'utilité de se baser sur les personnes âgées. Pour faire un petit rappel, d'ailleurs, le premier cas de Covid-19 qui a été découvert en décembre 2019 à Wuhan, en Chine, après, ça a commencé à aller, ça a commencé au niveau de la ville même, Wuhan, puis ça a commencé à aller dans les autres villes de la Chine. C'était une contamination interhumaine assez importante. Puis, quelques jours après, le virus est allé dans d'autres villes. Jusqu'à ce qu'en mois de mars, l'OMS déclare la maladie à coronavirus une pandémie. Ça veut dire qu'elle est à l'échelle planétaire. Et je viens à titre d'exemple pour dire que les mois de mars, notamment le 19 mars, le Cap a eu son premier cas de Covid-19. Donc, il s'agit en fait d'un cas importé du Cameroun en via le vol Canadian Airlines. Donc, Eleguera, c'est la zone où on se trouve actuellement, a enregistré son premier cas en mois de mai. Maintenant, on se retrouve actuellement avec les chiffres statistiques du pays actuellement, surtout le communiqué hier de la Coordination nationale des ripostes sanitaires, qui montre qu'en total, on a actuellement 4089 cas confirmés positifs. Et qui ont été répartis, qui sont répartis d'ailleurs dans 17 provinces, d'où la province de Guéra en fait partie. Et parmi ces cas, on avait, dans les 4089, on a 3572 qui sont déjà déclarés guéris, 140 décès. Ce qui fait que dans les 140 décès par rapport aux 4089, ça fait un pourcentage de 3,59. Vous allez me dire que bon, les gens ne meurent pas assez par rapport à cette maladie. Pourquoi c'est prendre toute cette scène alors que des milliers de personnes meurent du paludisme? Je vais vous donner la réponse après. Maintenant, d'après les données communiquées au Guéra, par exemple, au Guéra, dans le comité de gestion, on a en quelque sorte dénombré 92 cas. Dans les 92 cas, il y a 5 qui sont décédés, 5 décès qui ont été enregistrés, un qui a été déjà déclaré hier, un cas positif qui est actuellement sous traitement, et 85 qui sont guéris. Donc, si je le compare par rapport aux autres régions, bon, on dit pour les Guéras, ça va pour le moment. Parce que les Nédis et autres, ils ont autant de cas, et avec un nombre assez important de décès. Maintenant, c'est ce qui est là où je vais aborder la question, c'est par rapport à l'âge moyen des personnes décédées. Vous allez me dire, oui, chacun de nous a ceci que le docteur vient de présenter. On n'arrivait pas à sentir chez nous, on n'arrivait pas à avoir le goût de l'aliment qu'on mangeait. Finalement, est-ce que parmi nous, ici dans la salle, personne qui n'a pas eu ces signes? Est-ce maintenant, vous allez me dire, est-ce que c'est la Covid ou c'est un rhume banal? Ou c'est une grippe? C'est des questions que tout le monde se pose au fond de lui. Maintenant, dans le monde, l'âge moyen des décès des personnes de Covid-19, l'âge moyen était de 75 ans et plus. Ça veut dire que c'est les personnes qui sont dans les 75 ans. Ça, je prends l'exemple de la France. Les personnes âgées qui ont plus de 75 ans, c'est eux qui décèdent le plus. Ils décèdent le plus, pourquoi? Ils décèdent par ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ils décèdent par une pneumonie. La pneumonie, j'ai oublié de vous la définir, c'est une infection de poumon, infection pulmonaire. Donc ils décèdent, ils deviennent avec une désaturation, ils n'arrivent plus à respirer, on les met sous oxygène, assistance respiratoire, on les ventule, après on les perd. Ces personnes aussi, ça peut s'expliquer parce qu'il y a une comorbidité qui est là avec. Donc plus on est âgé, on me dit, il y a même mes profs de gériatrie, on me dit que plus on est âgé, plus on est polypathologique. Ça veut dire que je suis âgé, j'ai en même temps l'arthrose, j'ai l'ulcère, j'ai la tension, j'ai le diabète. Donc toutes ces maladies, elles sont à côté. Donc plus on est âgé, plus on a déjà des tares qui sont là, qui s'associent. Et ce qui emporte ces gens-là, parce qu'il y a une tare, dès qu'ils manifestent des signes de Covid, maintenant ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut prendre en charge en même temps les tares qui est là et soigner la Covid. Sinon, l'un va emporter l'autre. Dans le monde, depuis l'avènement de la Covid-19, on se retrouve avec un nombre assez pléthorique quand même. On a 114 694 360 cas de décès. Des cas qui ont été listés positifs Covid dans le monde. Et parmi ces pays du monde, celle qui vient en tête de liste, c'était les États-Unis. Ils ont eu des cas récemment, mais quand même, il y avait une flambée.
des cas, ils sont à 29 255 340 cas. Puis, il y a ce qu'on appelle l'Inde qui vient après. Et le nombre de décès de Covid dans le monde s'élève à 2 543 402 de nombre de cas de décès dans le monde, où les États-Unis occupent la première place toujours, avec un nombre de 575 776. Puis après vient le Brésil et la Mexique. Au Tchad, prenons notre cas, au Tchad, en mois de février, je crois que l'équipe de la coordination nationale de réponse sanitaire a eu à faire une étude statistique par rapport à tous ces patients qui décèdent, que ce soit au niveau de l'hôpital de Facha ou que ce soit au niveau de l'hôpital de la Renaissance, pour voir en quelque sorte l'âge moyen de ces patients qui décèdent dans les 140 sont, est-ce que c'est des jeunes gens, c'est des patients jeunes qui décédaient ou bien c'est des personnes âgées. Et la moyenne d'âge de tous ceux qui étaient décédés était de 70 ans. Donc ça veut dire que c'est encore, on revient encore, que ce n'est pas des jeunes qui décèdent de plus. Mais ce qu'il faut comprendre, les jeunes sont pourvoyeurs de disséminer ces virus. Et parce qu'ils ont une immunité assez élevée, ils peuvent bien se défendre, pleurer au sel pendant quelques temps, prendre des antalgiques, ça passe. Mais s'il a une personne âgée chez lui, à force de tousser à côté de lui, de lui serrer la main, il lui passe. Et la personne âgée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est âgée, elle n'a plus d'immunité comme avant, et une polypathologie qui est avec. Donc, il se retrouve dans ce tableau, et après, c'est la mort qui s'ensuit. Maintenant, la question la plus importante, qui d'abord revient avec notre thème, c'est notamment les impacts. L'impact qu'a entraîné la COVID-19 dans le vécu des femmes, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les lieux de travail. Les femmes, d'ailleurs, elles tentent davantage que les hommes à travailler dans les secteurs sociaux, tels que les services de distribution, le tourisme et l'hôtellerie qui exigent d'ailleurs des échanges face à face. Je prends un titre d'exemple. Supposons que vous avez quelques femmes, hein, un nombre pas très important, je vais prendre peut-être 10 femmes qui elles-mêmes prennent en charge les foyers et qui travaillent dans les hôtels. Et après, quand les mesures que le gouvernement a édictées, c'était de fermeture des hôtels. Cette femme, imaginons qu'elle est payée. 2 mois, elle ne travaille pas. Elle a une famille à nourrir. Et d'ailleurs, même, je vais même faire une petite parenthèse. Hein. Et ça, je veux le dire sans ambiguïté. Tous les foyers du Tchad, dans la généralité, ce sont les femmes qui gèrent ces foyers. Les hommes maintenant, c'est des figurants. Je le dis clairement, c'est des figurants. Parce que c'est elle qui paye la scolarité de la fille, de ses enfants. Si un de ses enfants vient aller à l'étranger, c'est elle qui se débrouille pour l'amener. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Je ne dis pas pour vous faire plaisir, c'est une réalité. Dans chaque foyer, c'est elle qui se bat. Que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour payer les loyers. Mais c'est reste que pour envoyer son enfant à l'étranger. C'est elle qui se bat. Donc si elle n'arrive plus à avoir, si ça a impacté de façon considérable sur son travail, ça va retentir dans la famille. Ça va retentir dans la famille. Et ces secteurs d'ailleurs sont durement touchés par là. Et je voulais dire même, les femmes ont été davantage surexposées surtout au virus par rapport aux hommes. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Elles sont nombreuses à travailler d'ailleurs dans le secteur de la santé. Ça, c'est dans mon domaine. L'exemple, je vous prends un petit exemple. L'hôpital dans lequel je travaille, parmi nos personnels soignants, on a autant de femmes que les hommes. Donc les femmes sont, que ce soit dans le domaine d'infirmiers, que de médecins, elles sont nombreuses. Et si tu veux dire qu'elles sont nombreuses, ça veut dire qu'elles sont exposées dès qu'il y a un cas Covid qui se présente dans l'hôpital. Fort heureusement pour nous qu'on a isolé les sites de Covid, sinon elles seront toutes infectées. Donc, il y a déjà, elle est toujours au devant de la scène. Elles sont nombreuses, elles occupent une place importante dans le secteur de la santé, que ce soit au Tchad, que ce soit en Afrique ou dans le monde. Et ce qu'il faut, je vais peut-être une petite parenthèse par rapport à ce que Mme Nima a dit, hein, c'est que le confinement surtout dans certains pays, je prends le cas du Québec, dans certains pays, les confinements très strict qui a été imposé a augmenté dramatiquement les cas de violence conjugale. Et ça, c'est une réalité. La femme, elle part, elle travaille, il n'y a plus d'embrouille avec les maris. Du moment où c'est déjà le confinement est strict, elle est là. La moindre des choses, c'est une embrouille.
Après, c'est quoi? Bon, lui, c'est le monsieur. Il va commencer à utiliser ses forces et c'est déjà la violence qui s'ensuit. Donc, et en plus, au-delà de ça, ce qui a été remarqué, c'est qu'il y a une surexploitation sexuelle aussi. Parce qu'elle est là, et elle dit, bon, elle ne fout rien à la maison toute la journée, bon, je fais ce que j'ai envie de faire. Si elle résiste, c'est encore une violence. Vous voyez? Donc, le fait qu'elle soit H24 avec l'homme dans son foyer, ailleurs, surtout au Québec, les études ont montré qu'il y a une augmentation des cas de violence conjugale et surtout d'exploitation sexuelle. Surtout dans les gens, un autre impact que le Covid, la maladie à coronavirus a fait, c'est surtout dans les pays à faible revenu, comme les pays comme le nôtre, les femmes tentent plus que les hommes à travailler dans les secteurs informels. Et l'emploi informel, qui est souvent rémunéré en espèces sans surveillance officielle, signifie pour les femmes un salaire plus faible à l'absence de protection des droits de travail et des prestations telles que les pensions de retraite ou l'assurance maladie. Bon, vous allez me dire combien de nos femmes qui sont là, qui travaillent dans les secteurs informels, elles sont nombreuses. Nos mamans qui travaillent dans les secteurs informels sont nombreuses. Les commerces de petits détails, que ce soit de légumes. Et elles, vraiment, s'il y a quelque chose qui a impacté vraiment de façon assez importante dans leur vécu, c'est ces femmes-là. Imaginez un jour, elle part, c'est un gagne-pain, hein, elle sort le matin, elle vend ses légumes, elle revient avec l'argent qu'elle a eu, elle prend en charge sa famille. Un jour, le gouvernement vient et dit, bon, le marché est interdit. Et quelques personnes mal intentionnées qui se cachent toujours dans des situations pareilles pour faire ce qu'on appelle la flambée des prix des choses qu'ils ont emmagasinées. Et après, encore, ces mêmes femmes-là, de un, elles ne travaillent pas, de deux, elles doivent prendre en charge sa famille. Mais comment elle va aller acheter quelque chose? Supposons qu'elle ne travaille pas. Elle est en train de travailler avec le gain de paiement. Elle prend le soir, elle achète quelque chose pour subvenir le besoin de sa famille, notamment en leur donnant de la nourriture. On lui dit que bon, maintenant tu ne pars plus dans le marché, c'est fermé. Elle n'est pas salariée. Elle n'est pas salariée. Donc, c'est fermé. Qu'est-ce qui se passe? Les grands boutiquiers, les gens qui ont des commerces de grands de taille, ils sont là dans leur magasin. Ils disent, bon, maintenant, si on vend le sucre à 500, je vais le faire à 1000 francs. C'est le dame qui ne travaille pas qui va le subvenir. Donc ça, je vais essayer de donner un élément de réponse, une solution pour ça. Troisième des choses qui peut expliquer aussi l'impact, notamment les femmes qui tentent à effectuer davantage des tâches ménagères qui sont non rémunérées que les hommes d'ailleurs. Ailleurs, c'est presque dans 2,7 heures dans la journée qu'elles travaillent. Donc elle assume la plus grande responsabilité familiale qui résulte des fermetures, comme les fermetures d'écoles et les précautions à prendre pour les parents âgés vulnérables. Parce que dans certains foyers, ce sont les femmes qui prennent les parents. Ça, c'est une réalité, même au Canada. Si vous avez un fils, vous avez, supposons, 3 fils, vous avez des filles. Quand vous devenez âgé, c'est sûrement la fille qui va vous prendre en charge. Ça, c'est déjà quelque chose qui est connu d'avance et tout le monde a remarqué. Parce que les gens n'osent pas en dire, mais c'est la vérité. On dit que là, les filles, c'est elle qui prend en charge. Elle te dit non, va te débrouiller avec ta fille. Elle prend la grand-mère, la maman ou le papa quand il est déjà arrivé à la retraite ou il est déjà une personne âgée. Parce que la personne âgée de 1, pour vivre avec eux, il faut être quelqu'un de patient, il faut être quelqu'un de tendre. Quand on n'est pas tendre, on ne peut pas vivre avec eux parce qu'ils sont trop capricieux et ça se comprend avec l'âge. Les choses qu'ils demandent, qui ne sont pas là, ils exigent parce qu'il faut les amener. Donc avec le monsieur, si son fils qui est là, il ne va pas les... Je prends un petit exemple là, des cas qui ont été faits à Dakar, surtout en service de gériatrie, ils ont fait une petite étude. Toutes les personnes qui viennent en hospitalisation gériatrique, ça veut dire que ce soit pour une pathologie connue, ils sont toujours accompagnés par leur fille. Ça, c'est... Ils sont toujours accompagnés par leur fille. Et les profs se demandent où sont passés ces garçons. Parce que ça se comprend. Quand la personne commence à être grande, il a des enfants, il s'est dit, je veux me contenter de ma femme et de mes enfants. Il oublie son papa qui l'a mis au monde et sa maman qui l'a mis au monde. Donc il les met de côté, il se contente de sa petite famille nucléaire. Or, ces femmes, vous voyez, ça veut dire que non seulement elle gère son foyer, elle ne répare encore prendre en charge son père et sa mère pour l'amener encore dans le même foyer. Moindre des choses, elle les amène, elle les conduit à l'hôpital. Donc, vraiment, elles sont impliquées à tous les niveaux. À tous les niveaux. Elles sont comme une pièce maîtresse d'une chose. Elles sont toujours là. Elles ont toujours besoin d'être là. Et il faut qu'elles soient là. La quatrième des choses que j'aimerais, avant de venir sur la pandémie a exposé surtout les femmes à un risque accru de perte de capital humain. Dans les pays en voie de développement comme le nôtre,
les jeunes filles sont contraintes de quitter l'école et de travailler pour compléter le revenu de ménage. Vous avez une fille, imaginez un exemple, c'est simple à comprendre. Vous avez une fille, vous travaillez dans des petits commerces, vous vendez des légumes, on vous dit c'est fini. Le gouvernement a pris la décision de fermer d'ailleurs tous les commerces. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Votre fille, elle est à l'école, elle part et revient. Vous dites, ah, ma fille, ça sert à rien d'aller à l'école. Parce que si tu pars à l'école, il faut qu'on paye. On n'arrive pas à payer ta scolarité. Qui va payer? Même pour les matins, pour aller à l'école, qui va te donner? Est-ce qu'à l'école, dans les écoles, maintenant, il y a des cantines? Je ne crois pas. À l'époque, quand on étudiait, il y avait des cantines, maintenant, il n'y a pas. Donc, ça a impacté. Et les gens ont vu cette remarque, surtout au Libéria, en cas d'Ebola. Ça, vraiment, c'est les études qui ont été faites, les rapports surtout des malades de foot, pour la crise d'Ebola, a vu vraiment un pourcentage assez élevé pour les femmes, pour les filles non scolarisées, parce qu'on les a empêchés d'aller dans les écoles. Maintenant, la solution, c'est qu'il est indispensable que les dirigeants prennent des mesures pour limiter les effets traumatisants de la pandémie sur les femmes. Et ces mesures, d'ailleurs, pourraient consister, par exemple, à étendre l'aide aux revenus des personnes vulnérables. Étendre l'aide aux revenus des personnes vulnérables. Je crois que ça a été initié par le gouvernement. C'était avec la PNSA. Ils ont commencé à faire distribuer les vivres. Mais comme on sait qu'on est dans ces pays, c'est un peu difficile de faire bénéficier les couches les plus vulnérables. Il y a toujours une souche de personnalités qui viennent, qui s'en accaparent de tout ce qu'il y a, qui doit aller vers les nécessités. Ça, c'est une triste réalité, je l'ai dit à voix et fort. Sans crainte, ça c'est une réalité. Des ménages qui ont été durement frappés par la Covid devraient en bénéficier de ce genre de choses, mais pour une raison ou une autre, on les a empêchés. Puis après, à ce qu'on appelle, il faut aussi préserver les liens d'emploi, parce que s'il y a un emploi qui s'est fait, si on est dans le secteur formel ou autre, je crois que ce n'est pas vraiment systématique de les empêcher carrément. Il est arrivé, on a pris une décision de fermer les restaurants. Moi, je crois que même aller dans les restaurants, on n'est pas obligé de fermer les restaurants. Tu peux venir et tu tends, ta commande, et tu attends, tu vas. On n'est pas obligé tous de se trouver pour manger ensemble. Donc ça, ce sont des mesures que le gouvernement peut vraiment y amener, apporter une solution. Et il faut aussi qu'il y ait accès aux soins de santé pour toutes ces personnes issues des couches vulnérables. Donc aujourd'hui, lutter contre la Covid-19 revient à priori de se focaliser sur les gestes barrières simples. C'est ça qui est important. Tout ce que j'ai dit, ce qui est important, c'est vers la finalité. Ça veut dire qu'on a des cas Covid. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour éviter la propagation? Ce sont des mesures barrières qui sont simples, qui ont été éditées et que tout le monde en principe devrait respecter. Parmi ces principes, il y a d'abord ce qu'on appelle la distanciation sociale, avoir un espace d'1 mètre devant, 1 mètre derrière, 1 mètre à gauche, 1 mètre à droite. Je crois que chose que personne d'entre nous l'a fait ici. Donc ça, c'est l'une des choses importantes qui fait en sorte de diminuer la propagation du virus. Ça, c'est des choses qui sont simples et que moi, je peux les faire. On n'a pas besoin de les comprendre pour le faire. Moi, je peux le faire. Et de façon aisée et simple. Après, il y a ce qu'on appelle éviter de se serrer les mains. On s'évite de se serrer les mains. Après aussi, si on a envie de tousser, on tousse sur le creux de notre côte. On n'a pas besoin de tousser comme ça pour nous envahir. Parce que la contamination interhumaine se fait par les gouttelettes. Lors d'un effort de toux ou d'un éternuement. Plus j'éternue, je tousse, vous êtes plus proche de moi. Sans votre casier, le virus va. Puis l'autre chose qu'il faut, c'est laver régulièrement les mains avec des solutions hydroalcooliques et porter toujours son casier. La dernière partie, c'est les pays qui ont... Parce que tout récemment, il y a certains pays, surtout du mécanisme de COVAX, ont été initialement mis par... et d'ailleurs, qui travaillent en collaboration avec l'Alliance Gavi, puis l'OMS, ils ont mis en place des vaccins qui ont été déjà, je vais essayer de les citer plus rapidement, qui sont là dans le monde actuellement, et que peut-être lesquels aussi, voilà, parce qu'on a déjà mis au niveau du ministère un comité pour pouvoir le recevoir et vacciner ces gens. La vaccination, c'est, il faut se poser la question, il y a des gens qui vont venir dans la salle, pourquoi je vais me faire vacciner? Pourquoi je vais me faire vacciner? La vaccination, c'est comme la vaccination, c'est comme la vaccination des autres. Je prends un exemple là, comme la rougeole. Tu te vaccines contre la rougeole. C'est pour faire quoi? C'est pour éviter que tu te contraires la rougeole. Ici, c'est pareil. Ça renforce l'immunité de la personne. Tu te vaccines, ça renforce. Les vaccins, en quelque sorte, c'est quoi? Ça veut dire que le virus, quand il vient rentrer dans notre organisme,
il vient avec un antigène. Donc notre organisme en principe devrait développer un anticorps pour faire face à ces virus, afin de les neutraliser et afin d'éviter qu'ils puissent atteindre nos poumons et enclencher la maladie et ses complications. Donc, si on te vaccine, ces vaccins c'est comme si, parce qu'il y a différentes manières, il y a ceux qui vont prendre les ARN messagers, ça veut dire que c'est les génomes, même, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est les génomes du virus qui est d'ailleurs atténué. On les prend, on les jette comme ça l'organisme. Il fait quoi? Il produit des anticorps. D'ici quelques temps, si tu contractes la maladie à Covid-19, tu n'auras pas, parce qu'il y aura un blocage, parce que ton corps déjà a produit des anticorps contre, donc ils vont l'expulser. Mais, je dis bien, personne dans le monde n'a dit que si tu veux le vaccin, tu ne vas jamais contracter la Covid-19. Tout dépend de l'immunité. Mais à 95% des cas, de certains vaccins qui ont été testés, il a une immunité. Parmi les vaccins qui sont actuellement, différents types de vaccins, il y a les vaccins Pfizer, BioNTech. D'ailleurs, les vaccins, c'est la plupart de ces vaccins que je vais citer, ils ont 2 doses. Ce n'est pas une dose ne suffit pas. Il faut 2 doses avec un intervalle bien précis. De 3 semaines allant jusqu'à maximum 12 semaines. Ok? Donc c'est 2 doses. Tu prends la première dose, 3 semaines, tu prends d'autres doses. Maintenant, en Afrique, ils ont commencé déjà à partager ces vaccins. Je crois que le Sénégal qui a déjà reçu sa dose de vaccin Covid. Puis il y a aussi le Nigeria, il y a aussi la Côte d'Ivoire et le Ghana qui a reçu. Donc tous ces pays ont reçu. Les 4 aussi sont en train de se préparer. On a mis en place un comité pour des préparations afin de faire venir ces vaccins. Donc il y a les Pfizer BioNTech, je vais les citer rapidement. Donc c'est 2 doses nécessaires à 3 semaines d'intervalle. Les avantages, c'est que c'est un vaccin qui a démontré son efficacité à 95%. Donc il a moins d'effets secondaires d'ailleurs. Et l'inconvénient, sauf que parfois, le seul inconvénient qui se présente ces vaccins, c'est que c'est une technique récente de ces vaccins qui n'a jamais été commercialisée auparavant. Donc on ne sait pas encore si les protections est durable au long terme ou pas. Là, personne ne peut faire. Et l'autre chose, les vaccins c'est important, mais comment les conserver? C'est très important. Parce qu'il faut avoir d'abord, quand on parle d'un vaccin, on parle des risques, bénéfices. Est-ce que c'est bénéfique de me faire vacciner ou pas? Qui il faut vacciner? C'est important. Maintenant, comment il faut conserver ces vaccins? L'autre type de vaccin, c'est l'AstraZeneca Oxford, qui d'ailleurs a été conçu au Royaume-Uni. Là aussi, il a 2 doses, c'est un vaccin modifié utilisant une autonomie chimpanzé. Il a aussi ses avantages, ses inconvénients que je ne vais pas continuer à citer parce que là on est limité par le temps. Et enfin, il y a les Moderna, Johnson & Johnson, Novax et Coronavac qui est aussi sur Sinovac. Donc, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, on est là à votre entière disposition. Voilà, donc on va d'abord laisser le temps pour des questions, s'il y en a. Et puis après, les contributions viendront pour clore le débat. Lors de notre conférence de voix, on a aussi posé la question pour savoir s'il y a femme de chef de canton. On a dit qu'il y en a une, alors que le nombre de cantons est très exorbitant. Il y a un problème ici, puisque qui dit Patiraka nous envoie déjà une ligne, on appelle ça un mode de vie qui s'appelle ma patrie linéaire. C'est-à-dire, si tu meurs et que toi tu es chef de canton, il faut que ce soit les fils qui prennent la relève. Les enfants de nos sœurs, on pense qu'ils viennent d'une origine ailleurs. Vous allez lui donner la chefferie. Après, quand il meurt, c'est son fils qui vient et puis ça devient déjà une autre lignée. C'est pour ce genre. Le problème au niveau foncier, aussi ça pose aussi problème parce que quand la femme veut cultiver, surtout ici au Béra, on dit non, toi tu vas plutôt à la terre de tes enfants. Donc on l'envoie de côté de son mari, il faut qu'elle travaille là-bas, elle travaille pour elle. Donc toutes ces réalités-là ont commencé par changer. Et puis les femmes sont en train de faire beaucoup de choses, par exemple. En réalité, les femmes sont là dans le domaine de lutte contre le Covid-19, comme dans d'autres domaines. Et même ici, la CELIAF et les autres fêtières ont fait beaucoup de choses dans le domaine de sensibilisation. Ces fêtières constituent pour nous, pour toute personne qui veut atteindre déjà la population féminine, il va vraiment passer il doit absolument passer par ces fêtières, ces organisations-là, et puis ça permet vraiment d'atteindre le nombre de personnes que nous on veut. Donc les femmes ont contribué, les femmes continuent de contribuer, et puis je vous invite à ne pas baisser les bras, à continuer davantage, et puis là,
non seulement la Covid, plusieurs maladies sont passées, sont venues, sont passées. L'humanité a réussi à les convaincre. Et là, avec la participation des femmes. Donc, je vous remercie. La première question, c'est de savoir si par exemple quelqu'un a été atteint et guéri de la Covid, est-ce qu'il peut encore attraper une autre fois cette maladie? Ça, c'est ma première question. La deuxième question concerne les vaccins. Certains pays ont déjà commencé par vacciner. Je me dis comment le pays acquiert les vaccins. 19, moi en tant qu'intellectuel, je me posais la question, est-ce que réellement Covid-19 existe au Tchad? Pourquoi je pose cette question? De fait, dans la semaine, 2 fois je ne vais pas au bureau, au moment où ils ont fait le confinement, vers les 14h et 16h. Je rôde dans des marchés là, je vois que les gens sont là, côte à côte, en train de causer, coller. Je me dis si réellement cette maladie existe, c'est tout le Tchad qui va être vraiment contaminé. Et quand on essaie de discuter entre intellectuels, certains disent que comme il y a le Tchad est un pays où vraiment il y a la chaleur là, que le Covid ne peut pas vraiment appeler quand même tout le monde. Et que également comme pour la lutte contre le paludisme là, entre temps, nous prenons les chloroquines là, c'est que nous sommes vraiment épargnés. Donc, je demande vraiment au docteur de dire, est-ce que toutes ces allégations-là, est-ce que c'est vrai ou faux? J'ai écouté parler de l'orateur qui nous a donné tous les points sur le Covid-19. Le seul Covid-19, j'ai beaucoup écouté, ça fait beaucoup plus sur la sensibilisation. Mais nous qui sommes du Moyen Québec Ouest, ce n'est plus la sensibilisation, mais c'est les tortures. Mais cette maladie, quand on prend une personne qui n'a pas d'abord de cache-nez pour une femme, pour nous, ce n'est plus les infirmiers, ce n'est plus les femmes, mais c'est les militaires avec des chicottes à main. Mais il faut qu'ils nous laissent sensibiliser d'abord nos parents, les gens qui sont au fond du village, qui ne sont même pas informés, qui ne connaissent même pas comment on appelle Covid-19. Toi-même qui es en train de les sensibiliser, c'est le problème. Et aujourd'hui, j'ai dit merci à l'orateur parce que j'ai écouté de bouche à l'oreille cette maladie. Il faut sensibiliser alors les personnes, ça dit la population. La population, et je pense que cette sensibilisation n'a pas été beaucoup vulgarisée dans notre région. Surtout au village. Il y a certains qui ont déjà passé sur la langue, donc je ne dois pas trop parler. Merci beaucoup. Pour mettre l'accent sur un défi qui nous attend. Nous tous, vous et nous, vous qui faites le travail au niveau sanitaire et au niveau du développement, mais nous aussi, les autres qui travaillons au niveau communautaire. Ce défi, c'est du point de vue socio-culturel. Nous sommes réfractaires au changement. Covid-19 a apporté un nouveau mode de vie. On doit être distants les uns des autres. On doit se confiner à certaines conditions. On doit aussi observer certaines mesures. Ne pas se saluer, se serrer les mains. Ne pas manger en groupe ensemble. Vous voyez que dans nos communautés, ce n'est pas évident. Et nous, quand nous sommes allés vers la communauté, à la base, pour donner cette information, de vulgariser les mesures barrières, on s'est confronté à de sérieuses difficultés. Mais on a aussi insisté en se disant qu'à cœur de femme, rien n'est impossible. Et on a insisté. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous sommes déjà arrivés au bout du tunnel. Ce défi demeure. Quelle réflexion nous pouvons faire tous ensemble? Est-ce qu'il y a des sociologues parmi nous, des anthropologues parmi nous, pour pousser encore plus loin la réflexion et nous dire quelles sont les alternatives qui peuvent nous aider à surmonter cette nécessité de changement de comportement? Parce que culturellement, nous n'acceptons pas cela. Et alors c'est un problème pour changer tout de suite alors que la maladie est là. Donc c'est un défi auquel nous sommes tous confrontés
et qui mérite d'être approfondi en termes de réflexion. Le deuxième point de mon intervention, c'est pour m'adresser au docteur Idriss, et surtout aussi en faisant mienne toutes vos analyses, vous deux. La question de la gestion de la crise, vous l'avez si bien relevée, en ce qui concerne les mesures socio-économiques d'accompagnement. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu de sérieux problèmes au point où dans notre travail de plaidoyer, même les leaders communautaires se disent n'avoir pas été impliqués dans l'administration de ces mesures. Maintenant que vous parlez, par exemple, du vaccin, on a été au courant qu'il y avait le Covid organique. Combien de Tchadiens ont eu accès à ces Covid organiques? Ça a été décrié et redécrié encore. Maintenant, vous parlez de vaccin. Quelles sont les mesures qui sont prises pour que les Tchadiens aient un accès équitable à ce vaccin? Merci beaucoup. Je viens de la province du Mayo-Kébu-Ouest. Et ce problème, elle a déjà marché sur ma langue. Nous avons toujours des problèmes. Je ne sais pas, est-ce que cette maladie ne concerne que les villes ou c'est une maladie qui attaque tout le monde? Toute chose, il faudrait une sensibilisation. Et quand il n'y a pas de sensibilisation, je pense que ce n'est pas facile que la personne puisse prendre au sérieux ce que tu lui dis. On vient, un jour, on sort, on te trouve sans cache-nez, c'est des bastonnades, et tu payes en même temps. Nous ne sommes pas sensibilisés dans nos campagnes. Donc, les témoignages que les trois sœurs ont donnés me font comprendre que au niveau des villes, il y a un bon travail qui est en train de se faire. Mais dans nos campagnes, nous demandons à ce que ces sœurs puissent nous venir en aide pour parler au moins réellement de cette maladie qui est en train de nous décimer. Est-il possible de contracter pour une seconde fois la Covid-19? D'après les études, parce qu'au Cap on n'a pas fait des études sur ça, mais quand même dans les autres pays du monde, les études ont été faites pour voir est-ce que les personnes qui ont dû contracter la COVID après guérison, peuvent-ils la recontracter pour une seconde fois? Donc la réponse est que oui. Parce qu'en ayant contracté la COVID-19, si on se traite, on n'a pas une immunité à 100%. Et dire que la seconde fois, parce que c'est une infection virale. Donc tout dépend de l'immunité et tout dépend dans les contextes dans lesquels on se retrouve. Imaginons que vous n'êtes pas polypathologique, vous n'êtes pas diabétique, vous n'êtes pas hypertendu, vous faites la COVID-19. Quelque temps après, vous contractez une maladie, donc votre immunité baisse, vous vous mettez en contact avec le virus. Donc dès que vous mettez en contact avec le virus, qu'est-ce qui se fait? Votre organisme produit des anticorps pour aller lutter contre ces virus. Donc, mais cette immunité, elle n'est pas relativement importante. Donc ce qui fait que vous pouvez la contracter. Mais quand même, les études qui ont été faites n'excluent pas la thèse selon laquelle on ne peut pas faire la COVID. La deuxième question, c'est comment les pays acquièrent leur vaccin? Parce qu'il y a des faux rumeurs, autant pour moi, qui circulent sur la toile, qui s'assoient sur les réseaux sociaux, comme quoi le Tchad a vendu ses parts des vaccins pour Covid-19. Donc, je crois que c'est... Parce que le problème, c'est que ce n'est pas des demandes. En fait, on a ce qu'on appelle les mécanismes COVAX. Les mécanismes COVAX, il y a des pays qui participent à ça. J'ai essayé de l'expliquer dans ma présentation. Ce mécanisme, il est constitué en quelque sorte des films pharmaceutiques. Il y a l'Alliance Gavi qui fait partie, l'OMS. Donc, c'est des pays qui voient, par rapport au nombre infectés, du nombre de décès, ils voient combien de doses il faut affecter, allouer pour tel pays. Donc, c'est par rapport à ça. Notre pays aussi, on a fait notre demande. Le ministère en charge notamment de la santé a mis déjà un comité pour la préparation, pour accueillir le Covid-19. Et les jours à venir, nous édifierons sur ces vaccins. Concernant la réponse de Mme Nadine, est-ce que la Covid existe réellement? Bon, Mme Nadine, j'étais à votre place il n'y a même pas 7-8 mois, quand le cas de Covid a été déclaré en mars 2019, j'étais entre-temps à Mongo.
Donc, on était tous les personnes soignants, on se disait, est-ce que cette maladie s'est réellement présentée au Tchad? Il a fallu attendre pendant quelques temps, c'est une petite parenthèse que j'ai aujourd'hui, c'est une anecdote, un vécu personnel. Quand j'étais là, on m'a appelé à ma grande surprise, comme mon papa était un peu souffrant. J'ai dû communiquer avec lui au téléphone. Et c'était des signes qui présentaient. On a dû même lui mettre un traitement antipaludien. On a mis un traitement antipaludien qui n'a pas répondu parce qu'il est allé se présenter à une place mortière, un de ses ans. Après, il est revenu 4-5 jours, les mêmes symptômes persistaient. Et donc, on m'a appelé vers N'Djamena que non, ton papa, ça ne va pas, il faut venir. Imaginez entre-temps, les transports ont été interdits. Il n'y a plus de transport, il n'y a plus de bus. J'étais obligé d'aller me démerder pour aller jusqu'à N'Djamena. Le soir, avant d'arriver, j'ai dû appeler depuis ici avec mes connaissances, au niveau du ministère. Ils ont envoyé l'ambulance de l'équipe de Farcha pour lui faire le prélèvement nasopharyngé. Le prélèvement a été fait dans la matinée. Puis, entre-temps, c'était tous les quartiers qui étaient sortis pour voir qu'est-ce qui se passe. Certains de mes parents m'ont appelé pour me dire, excuse-moi, qu'est-ce que tu as fait? Parce que ça, c'est venir apporter tout le monde pour venir voir ce qui s'est passé, alors que c'est quelque chose qui est un peu stigmatisé dans notre société. Parce qu'à l'avènement du virus, personne ne disait non, il faut cacher cette maladie. Ça ne sert à rien que les gens le comprennent. Ils les mettaient dans la catégorie d'infection à VIH. Donc, j'ai pris mon transport, je suis arrivé. Quand j'étais arrivé en cours de route, j'ai dû appeler pour voir le résultat. Le résultat s'avérait négatif. Je suis arrivé à la maison vers 15h. À 15h, quand je suis arrivé, c'était le mois de Ramadan. Je suis sorti. Vers 17h, ma soeur m'appelle pour me dire que ton papa est en train de respirer difficilement. Je suis revenu. Je l'ai vu, il me dit non, ça va. Je dis non, ça ne va pas. Comme la Renaissance n'était pas loin de nous, je l'ai pris, je l'ai moi-même conduit à la Renaissance. Et quand on est parti, la première des choses que j'avais faites, c'était quoi? On est allé, je me suis présenté avec lui, il dit non, ça, il faut aller automatiquement faire le scanner thoracique. On a fait le scanner. Dans les heures qui suivent, c'est sorti positif. Vous voyez? Dans les heures qui suivent, c'est sorti positif. On a dû le mettre sous oxygène. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ah, ma maman, elle était à la maison, elle a un contact direct, de surcroît, elle est diabétique. Elle commençait à tousser depuis une semaine. Donc finalement, qui a donné qui? On ne sait pas. J'étais obligé d'aller là, me chercher elle-même. J'ai demandé à la voiture de la ramener, on l'a ramenée. On a fait aussi ce positif. Elle est diabétique. Donc, les là où j'étais rentré, je n'étais même pas sorti. Donc on a dû, j'ai dit bon, je vais rester carrément avec eux parce qu'il faut un accompagnant. Je suis comme du personnel, je vais rester. J'ai fait 10 jours à l'intérieur de la naissance. Ce que je l'ai vécu, je crois que je l'ai écrit même je l'ai publié. Ça parle sur la Renaissance, la gestion de la Covid. Donc, ce qui était passé, c'est quoi? Après, on était obligé d'aller envoyer l'équipe pour aller voir tous les cas contacts direct à la maison. Et là aussi, c'est un problème parce qu'entre-temps, il y a des temps, des cousines qui étaient venues et c'était rentré chez eux. Vous voyez ça? L'incivisme. Donc, c'est pour vous dire que la Covid, vraiment, il faut l'avoir vécu. Il faut l'avoir vécu. Parce qu'il y a tout ce que je sais, c'est que nous, les Cadiens, on ne prend pas facilement certaines choses. Nos croyances médiévales nous empêchent de croire à certaines choses qu'il faut voir. Il y a un anecdote de mes profs de diabétologie qui me dit que si tu veux faire peur à un diabétique, patient diabétique qui n'est pas consommé de sucre, montre-lui une plaie d'un patient diabétique à qui on a amputé le pied. C'est sévère, c'est drastique, mais ça lui dit, parce qu'à tout moment, s'il ne fait pas gaffe, il va se trouver dans cet état où on va lui amputer le membre inférieur. Donc, si quelqu'un d'entre nous a eu ces cas de Covid confirmés, traités, il va dire non, je prends la précaution parce que c'est quelque chose que j'entends, mais je l'ai vécu chez moi. Ça, c'est la première des choses. C'est des choses où il faut vraiment vivre ou écouter les versions des personnes qui ont dû contracter cette maladie et par la suite, il s'en est sorti. Donc ça, c'est primordial. La deuxième des choses, elle parle de la prise de chloroquine. Donc la chloroquine, en fait, c'est d'ailleurs un antipaludien de synthèse qui a été découvert par professeur Raoul Didier dans la prise en charge d'ailleurs de la Covid-19. Donc il l'associait avec l'azithromycine, qui est d'ailleurs un antibiotique qui empêche en quelque sorte la surinfection bactérienne. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails un peu médicaux de la chloroquine. Puis après, il parle des taux de natalité. Je crois que j'ai essayé de parler dans la présentation. Avec la Covid-19, les hommes se retrouvent à la maison, de 14h, 16h, 18h, tout ce qu'il aura à faire, c'est une activité sexuelle. Même s'il n'est pas épanoui, il va se rattraper. Mais une étude n'a pas été faite en ce sens pour voir si le taux de natalité est élevé ou pas. Ça, je vous le réponds parce que ça ne sert à rien de parler sans chiffres.
taux de natalité, il faut vraiment revoir tous les cas positifs, les cas depuis l'avènement de la Covid-19 jusqu'à nos jours, les femmes qui se présentent là-bas pendant la période de Covid-19, combien? Donc c'est vraiment une étude qu'il faut faire, mais le médecin n'a pas en fait. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faudra prévoir à faire dans l'avenir. Pour Madame Clarisse, je crois que par rapport au Covid organique, vous m'avez dit c'est pourquoi parler de vaccin, d'autant plus que le Covid organique, quand on l'a fait rentrer dans le pays, la majeure partie des personnes n'en ont pas bénéficié. Et ça, c'est un constat vraiment amer. Parce que pendant mon séjour là-bas à la Renaissance, les patients, je parle de mes parents même, pendant nos 10 jours, tout ce qu'ils avaient à prendre, c'est azithromycine, prendre chloroquine, prendre pour booster en quelque sorte l'énergie, s'il y a du sulfondox, prendre en quelque sorte un anticoagulant, parce que le virus a ses particularités d'entraîner ce qu'on appelle une coagulation intravasculaire disséminée, mais on n'avait pas pu bénéficier de la Covid organique. Peut-être vers le mois de juin-juillet, quand on avait reçu l'autre deuxième vague qui était revenue, c'est là qu'on a commencé à envoyer au niveau de Farcha, puis dans les provinces, parce qu'on avait mis dans les délégations. Actuellement, à Mongo aussi, on a actuellement des Covid organiques. Mais dès le premier jour, quand c'était arrivé, tout le monde n'a pas bénéficié. Même les patients, les personnes qui étaient malades, même ceux qui étaient malades, continuaient toujours à prendre la chloroquine. Ça, c'est une réalité, donc je ne vais pas revenir dans les pourquoi des choses. La maladie à coronavirus concerne que certaines villes. Bon, je crois que pour apporter un élément de réponse par rapport à ça, c'est que l'OMS l'a déclaré comme une pandémie, ça veut dire qu'elle n'exclut ni ville ni pays. Donc tout le monde est intéressé, tout le monde est concerné. Donc pour moi, mais pour vous dire que dans les villes, surtout dans les provinces, il y a un problème de sensibilisation important. Même au niveau, même en Djamena, il y a un problème de sensibilisation. Parce que le problème, c'est que le gouvernement prend des mesures, notamment la distanciation sociale, le port des cachets. Ça, ce sont des choses qui sont faciles, applicables à tout un chacun de nous. Mais aller jusqu'à aller arrêter les gens dans la rue, leur stocker 2000 francs, c'est pour quand même aller les amener. Mais je crois que l'important, c'est de focaliser sur la sensibilisation. Peut-être, je vous donne un exemple, hein, aller juste dans l'hôpital, à l'hôpital de la Renaissance, des cas Covid qui sont compliqués, qui se trouvent dans des salles de réanimation, prendre en photo, exposer, rien que ça en cachant les visages. On sait que c'est des patients qui sont là. C'est-à-dire que si chacun n'a ton mot, parce que ce que je vous ai dit, ça, il faut croire, il faut voir quelque chose, il faut croire. Donc il faut que vous allez voir pour croire la chose. Et le problème avec les Canadiens, c'est ça. Tant que je n'y vois pas, je ne croyais pas. J'ai discuté à plusieurs reprises avec les gens qui disent il n'y a pas, ça c'est une solution, c'est l'État qui est en train de nous. C'est ce que les gens disent. Donc il y a vraiment une part importante de sensibilisation qui doit se mettre là.